Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. C'est un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la RPA. Bienvenue à ce journal, dont voici d'abord le sommaire. Un délai de 2 mois, tel est l'ultimatum que le président du Sénat a donné à la ministre de la Justice pour enlever du statut des magistrats l'article qui leur confère l'immunité en cas d'erreur judiciaire. Cela s'est passé ce mercredi lors des questions orales. Les parents dont les enfants fréquentent l'Ecofo Kizito alertent et demandent que les contributions dont ils font toujours objet cessent, vu qu'elles ne servent qu'à remplir les poches des responsables de cet établissement scolaire. Dans ce journal, vous entendrez la dernière trouvaille de ces derniers, qui consiste à faire payer aux parents une somme de plus de 7 millions de francs burundais pour l'achat d'un compteur de 800 000 francs burundais. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des commerçants qui reprochent au président de la République de les avoir induits en erreur en leur octroyant des stands, une décision que les anciens occupants ont balayée d'un revers de la main. Voilà pour les grandes articulations. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Le mensonge, la malhonnêteté ne devraient pas exister au sein du parti au pouvoir, car c'est un déshonneur. Tels sont les propos que l'abbé Dieudonné Nibizi, qui dirige la paroisse Esprit de Sagesse, a tenus au cours des enseignements réservés aux dirigeants qu'il a donnés lors de la croisade au chef-lieu de Gitega le 26 janvier 2024. Dans sa prédication, ce serviteur de Dieu a rappelé à tous les dirigeants du pays qui étaient présents que Dieu ne peut jamais bénir les œuvres malhonnêtes. Suivez l'abbé Dieudonné Nibizi. Les gens qui ont le cœur agité, ils mentent et font de l'injustice aux autres pour qu'ils puissent s'emparer des biens d'autrui. Souvent, ils sont insociables. Ils ont toujours la haine et la jalousie dans leur cœur. Ils se battent pour avoir des postes et le pays est toujours dans le trouble. Et quand nous allons prier, Dieu nous regarde et se demande quoi faire à notre égard. Nous avons besoin d'avoir la paix dans nos cœurs, de marcher dans l'honnêteté et de haïr le mensonge dans notre vie. De tels comportements ne devraient pas se voir au sein du parti qui dirige le pays, car c'est très déshonorant, car cela retombe sur nous en disant que nous avons échoué à cause d'une seule personne. Si le principe de la gestion du pays est chacun son tour, le chemin est encore très long. Il n'y a pas de tour de rôle, car les dirigeants doivent faire ce que les citoyens leur demandent de faire. Et ces dirigeants se réjouissent quand ils font bien leur tâche. C'est là où commence la démocratie. À cause des magouilles, du mensonge, de la haine, du vol, Dieu ne peut pas bénir les œuvres de nos mains, car nous sommes venus lui demander de bénir les œuvres de nos mains. C'est difficile de trouver les hommes intègres, car les mauvaises œuvres sont partout. L'intégrité morale, c'est de pouvoir dire que l'on ne peut pas faire du mal parce que je crois en Dieu. Tout le monde ici connaît bien les commandements de Dieu. Si nous désirons vraiment que Dieu bénisse notre travail, essayons alors de faire le bien, car Dieu bénit les bonnes œuvres. Si Dieu ne les bénit pas, il n'y aura jamais de bons résultats. Abbé Dieudonné Nibizi est également revenu sur l'injustice qui s'observe dans plusieurs secteurs du pays et en a profité pour dire aux dirigeants du pays que même leur objectif de faire du Burundi un pays émergent ne sera jamais atteint s'ils ne changent pas eux-mêmes afin qu'il y ait une bonne gouvernance. Encore une fois, l'abbé Dieudonné Nibizi. Dans les différents secteurs, il y a de l'injustice. Si une personne est instable et recherche toujours à s'acquérir des biens, il passe par tous les moyens et fait de l'injustice aux autres personnes. Certains violent les lois et restent tranquilles quand ils trouvent le moyen de modifier ces lois pour qu'ils ne soient pas coupables. D'autres utilisent ces lois pour qu'ils ne soient pas attrapés. Un homme peut faire de l'injustice aux orphelins
et aux veuves sans aucun regret car il est habitué à le faire. Mais les biens mal acquis ne profitent jamais. Alors, si nous voulons que Dieu nous bénisse, faisons de bonnes œuvres afin de développer ce pays. Peut-être que les experts qui ont pensé à ce sujet de l'émergence économique, ils ont même pensé aux changements qui doivent l'accompagner. C'est-à-dire, si nous ne changeons pas et que nous ne puissions aider les autres à changer, les choses ne vont pas non plus changer, car cela demande des gens qui ont changé. Nous n'allons jamais atteindre notre objectif si les choses restent comme elles sont aujourd'hui. Si nous n'acceptons pas la conversion ou la révolution dans notre manière d'être ou de faire, nous ne ferons jamais aucun progrès. Rappelons que cette croisade qui a pris fin ce dimanche avait vu la participation du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, des ministres ainsi que d'autres différentes autorités, y compris celles du parti CNDD-FDD. En parlant justement de ce dysfonctionnement de la justice burundaise, le statut des magistrats au Burundi comporte un article qui protège les derniers dans leur magouille et faute lourde, ce qu'ils ont appelé erreurs judiciaires dans leur jargon, ce qui leur permet de faire des jugements erronés et injustes envers la population. C'est du moins le constat du président du Sénat qui trouve que cet article a été inséré sciemment dans la loi résistance au corps, car ils savent très bien qu'ils sont les premiers à violer la loi. Lors des questions orales mercredi dernier avec comme invité le ministre de la Justice, l'honorable Emmanuel Sinzo Hagera, président du Sénat, a fait savoir qu'il allait instruire le président de la République de ce phénomène et lui demander que cet article qui protège les magistrats soit abrogé, vu qu'il leur assure l'impunité alors qu'ils foulent sciemment au pied la loi. Suivi. Muri recommandation nzosaba nyene cyubahiro ahindura ino decret kuko iri mu bintu bituma mwinyegeza kudahana mubura naho mufatira kubera ko mwaciye. Dans les recommandations, je demanderai à son excellence de revoir ce décret puisqu'il vous serait de bouclier dans l'impunité. Si j'analyse la conception des textes, vous avez inséré cet article explicitement afin que vous puissiez vous couvrir à travers ce que vous avez appelé erreur judiciaire. Considérant la loi numéro 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats. Elle est très claire en son article 87 et vous ne l'avez pas révisé, elle reste en vigueur. Cet article 87 stipule que tout manquement aux magistrats, aux obligations professionnelles constitue une fausse disciplinaire. Le texte d'application qui s'en est suivi la même année, décret numéro 100/119 du 25 août 2000 portant mesures d'application du statut des magistrats en matière disciplinaire n'a rien innové que de reprendre intégralement le même article. L'article 2 stipule que tout manquement d'un magistrat aux obligations professionnelles constitue une faute disciplinaire. Il s'agit là d'un texte d'application de l'an 2000. En 2013, il y a eu un décret 100/114 du 30 avril 2013 portant but déontologique et disciplinaire du magistrat. Le concepteur de ce texte était conscient de ce qu'il fabriquait. Soit il était corrompu, soit il savait qu'il devait se protéger. Uwateguye ino texte yarazi icyo ariko arakora ou bien yari umuntu ari corrompu yabonye yuko ategeza kwikingira. De son côté, la ministre de la Justice a essayé de défendre sa cathédrale, arguant que nul n'est infaillible. Pour ce faire, la ministre Domine Banyangimbona a suggéré que les personnes lésées interjettent appel afin d'être rétablies dans leurs droits. Je vous propose d'écouter Dame Domine Banyangimbona, garde des Sceaux. La violation délibérée de la loi constitue une faute disciplinaire.
Ici, la violation délibérée de la loi constitue une faute disciplinaire. Mais pour qu'une faute disciplinaire soit attribuée à quelqu'un, il faut qu'il y ait d'abord des investigations. À ce moment, s'il est prouvé qu'il a violé volontairement la loi dans un jugement, ça devient une faute disciplinaire. Mais alors, convenons que l'erreur est humaine. Dans la vie, tel Dieu est infaillible. Il arrive qu'il se trompe involontairement. C'est ça l'erreur judiciaire. La faute réside sur la volonté. Mais dans le code de procédure civile, malheureusement je ne me rappelle pas de la disposition, les voies de recours sont consécutives à des erreurs judiciaires. Puisque si l'on était rassuré que le magistrat est infaillible et que sa décision est irréprochable, les voies de recours n'auront plus la raison d'être. C'est cette erreur judiciaire qui a fait qu'il y ait des voies de recours, enfin qu'il y ait une instance rectificative. Il faut alors dissocier l'erreur judiciaire à la violation délibérée de la loi et ainsi se convenir d'abord sur cet aspect. Erreur judiciaire na violation délibérée de la loi tukabigirako kubihanahanako kubyumva kumwe. Cette réponse, au lieu de calmer les esprits, a plutôt enragé le président du Sénat qui s'en est pris à la ministre de la Justice. Emmanuel Sinzohagera a même donné un ultimatum de 2 mois pour que cet article ne soit plus encore une fois. Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat. Kubw'ibyo uno munsi recommandation ya mbere uyandikanye kwa mushirangana ucika uhindura ino décret utabigize. C'est ce que tu mentionnes, la première recommandation, Madame la ministre, tu dois rectifier ce décret. Si tu ne le fais pas, Madame la ministre, et que tu n'apportes pas ce texte au prochain Conseil des ministres, s'il te plaît, Madame la ministre, écoutez bien. Il n'y aura plus à discuter avec vous si ce texte d'application ne serait pas retouché. Que ce bouclier du genre erreur judiciaire auquel vous cachez derrière soit supprimé à partir d'aujourd'hui, puisque tout devient une erreur judiciaire, l'incompétence devient une erreur judiciaire, la mauvaise procédure devient une erreur judiciaire, la partialité devient une erreur judiciaire, et vous tous, vous constatez que le magistrat a réellement dérapé, mais il se cache derrière l'erreur judiciaire. Ainsi donc, Madame la ministre et votre délégation, que je sois au courant qu'au prochain Conseil des ministres, vous auriez présenté le nouveau texte d'application révisé si c'était la loi qui vous régit. Concrètement, je ne vais plus entendre de telles exceptions comme toutefois qui compliquent le tout. Donc, vous avez formulé une loi qui vous protège dans vos magouilles au détriment des citoyens et pas plus vous vous justifiez à travers cette erreur judiciaire. À cet effet, Madame la ministre, la première recommandation est celle-là. En dedans 2 mois, que ce texte soit reformulé de nouveau. Il faut bien noter, nous sommes à la fin du mois de janvier, bientôt le mois de février, ensuite le mois de mars, la première séance du mois d'avril, tout sera réservé et c'est différé, Madame la ministre. Le congé parlementaire est fixé au mois de mars. La prochaine fois, vous nous parlerez de réalisation et non pas de prévision. Alors, qu'on le mentionne au mois d'avril, la première séance de questions orales concernera la ministre de la Justice. Vous saurez que cette séance de questions orales a duré plus de 7 heures. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Le secrétaire général du parti présidentiel, le CNDD-FDD, Révérien Ndikoulio, demande au ministère choisi pour être transféré dans la capitale politique Gitega, mais qui ne l'ont pas encore fait, d'exécuter le plus vite possible cette décision parce qu'elle est plutôt devenue une loi. Il a tenu ses propos ce samedi à Gitega dans son discours de clôture de la croisade de prière interconfessionnelle organisée par le Parti de l'Aigle. Suivez.
ingingo zifashwe tumenye yuko ari amategeko. Ni kuri iyi ntumbero nagomba asubire kwibutsa indongo zitandukanye yuko umugwa mukuru wa politike ari Gitega. Umugwa mukuru wa politike ni Gitega. Reka kwisamaza. Gukorera Gitega que nous reconnaissions que les décisions sont prises dans la légalité. C'est dans cette optique que je voudrais rappeler aux différents responsables que la capitale politique est Gitega. La capitale politique, c'est Gitega et cessez de sembler l'ignorer. Rester à Gitega, ce n'est pas comme un conseil, c'est plutôt une obligation. Nous surveillons tout et chacun qui sillonne la ville de Bujumbura alors qu'il est attaché à Gitega. Nous le mentionnons chaque fois. Il ne s'agit pas d'un conseil prodigué d'aller prester à Gitega, c'est un ordre. Vous constatez dans les parages que le chef de l'État a finalisé la présidence. Mais il y a ceux qui s'en font passer pour des désintéressés et restent à Bujumbura alors qu'ils devaient être ici. Que chacun se ressaisisse. Tout le monde doit contribuer dans le développement du pays. Si nous parlons de Gitega, la capitale, c'est nous qui devrons la construire. Même si tu serais installé dans une tente, des citoyens vont solliciter tes services tout en espérant que l'an prochain tu auras un bâtiment où abrite tes bureaux. uyu mugwa mukuru ntizowubaka nawe woza gukorera mw'ihema abene kuba kusaba ijambo kandi uravuga ati aracakorera mw'ihema kuko ibiro byo bizokuzura mu mwaka uza. Vous saurez que seuls 2 ministères sur 5 désignés pour être transférés à Gitega se sont déjà partiellement conformés à cette décision. Il s'agit du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que celui de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Quant aux 3 autres ministères encore attendus à Gitega, il s'agit du ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, ainsi que celui de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique. De la gouvernance, passons à la page économique, où les commerçants à qui le président avait concédé les stands et échoppes qu'ils occupaient en sous-location expliquent qu'ils ne comprennent pas le silence de ce dernier alors que sa décision a été contestée et invalidée par les anciens occupants. Ces commerçants indiquent en effet que les conséquences de ce bras de fer que vient de perdre le président Evariste Ndayishimiye nuisent sérieusement à leurs affaires, d'où il demande au numéro 1 burundais de sortir de son silence et faire face à ce problème. Les détails avec Elvis Nyomungere. La décision de réattribution des stands et shops des marchés publics pour les octroyer aux sous-locataires est saluée par le nouveau acquéreur. Toutefois, elle explique notre source. Cette décision a manqué de mesures d'accompagnement pour que les anciens propriétaires puissent recouvrir les investissements et indemniser sur les frais dépensés pour la construction des stands. À l'occurrence, cette décision verbale prise à la hâte par le président Evariste Ndayishimiye ont mis dans une mauvaise situation cet acquéreur car aucune preuve d'acquisition de ce stand ne lui a été donnée pour remplacer les fichiers des anciens propriétaires sauf un contrat avec l'OBR sur de nouvelles règles de paiement. Ce nouveau propriétaire déplore en effet qu'au moment où le président Evariste Ndayishimiye a choisi de se passer de ce qui se passe et ils sont en train d'être brutalisés pour être mis à la porte. Les ordres du président sont discutés parce que ces stands et shops appartiennent aux administratifs, ceux de la mairie en l'occurrence. Chacun possède plus de 5 à 10 stands. Chaque stand est payé à hauteur de 12 500 francs à l'OBR, mais eux nous font payer un stand à hauteur de 80 000 francs burundais. Nous avions espéré que le président en avait pris conscience, donc qu'il allait changer la situation. Mais voilà que notre espoir vient de s'envoler. Nous attendons que le président sorte de son silence pour annoncer que ces stands reviennent aux mains de ceux à qui il avait appelé des commissionnaires, mais c'est le silence total. À cet effet, Tristan se demande si le président s'est retrouvé en position de faiblesse contre ceux à qui il avait plus les stands et shops ou si c'était des mots à l'air, surtout que ces derniers venaient de passer presque 6 mois sans être versés les frais de location. Elvis Nyomungere, je vous le disais en titre, les parents dont les enfants fréquentent l'école communale fondamentale Saint-Kizito, située en province Gitega, s'insurgent contre les contributions leur exigées, soi-disant, pour acheter un compteur d'électricité, ce que ces derniers considèrent comme une façon malhonnête de leur soutirer de l'argent, vu que le prix exigé est 5 fois plus élevé par rapport au coût de ce compteur. Plus de détails avec Onésime de chez Magis.
L'établissement en question a été scindé en deux suite au surnombre des élèves, ce qui a donné l'Ecofo Kizito 1 et l'Ecofo Kizito 2. Selon nos sources, le nombre total des élèves qui le fréquentent est de 2500. Les mêmes sources font savoir que récemment, les parents ont été stupéfaits quand ils ont été informés qu'ils devront contribuer à un montant de 2800 par élève, un montant qui, selon les responsables de cet établissement scolaire, est destiné à l'achat d'un compteur électrique. En fait, qui a suggéré les parents qui craignent un détournement de fonds, vu qu'un seul compteur ne peut pas coûter 7 millions de francs burundais. Ce parent raconte. On a vraiment très mal accueilli la décision émanant des deux directions des écoles Kiziton 1 et 2, laquelle nous intime l'ordre de payer 2800 par élève pour soi-disant acheter un compteur. En quoi nos enfants vont bénéficier avec cette électricité puisqu'ils ne fréquentent pas l'école pendant la nuit? C'est juste une question de nous racheter alors qu'on vit déjà une précarité sans nous. On a parlé avec des techniciens de la régie des eaux qui nous ont révélé qu'un compteur puissant triphasé ne peut pas dépasser 800 000 francs burundais. Alors, qu'est-ce qu'ils comptent faire du reste? Mon Dieu, c'est vraiment insensé. Ce qui frise encore ses parents, poursuit notre source, c'est que les enfants étudient dans des salles de classe dépourvues de portes, alors qu'ils ne cessent de payer des contributions dont ils ne savent pas la finalité, alors que le ministère de l'Éducation octroie chaque fois des frais de fonctionnement aux directions provinciales de l'éducation. À côté de cela, on paie chaque trimestre à la commune 1000 francs. Imaginez combien d'argent ça fait dans une commune qui compte des milliers et des milliers d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'il faut de tout cet argent puisque les portes et les bancs pupitres cassés ne sont jamais remplacés. Et en plus, on exige de cotiser 1000 francs pour les enseignants vacataires. C'est vraiment exagéré car c'est beaucoup trop d'argent qu'on demande que les responsables de l'éducation fassent tout pour mettre fin à cette mesure, qu'ils fassent une descente aussi pour faire le suivi de l'argent qu'ils octroient aux directions de l'éducation, car ce n'est pas normal que les élèves continuent à étudier dans de telles conditions pour une affaire qui ne devrait pas coûter 100 000 francs de réparation, alors qu'on ne cesse de nous demander des contributions. À propos de ces grognes et lamentations des parents, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Yvette Ndahabonimana et Jean Bosco, respectivement, directrice de l'Ecofo Kizito 1 et directeur de l'Ecofo Kizito 2, pour de plus amples éclaircissements. Société à prison, la route qui part de la route nationale numéro 5, Bujumbura-Chibitoke, passant par le chef-lieu de la commune Gihanga, en direction de la localité d'Oranda, est dans un très mauvais état car endommagé par les eaux en provenance des champs de riz. Les usagers de ce tronçon indiquent qu'ils sont souvent victimes de beaucoup d'accidents. Le point avec Eric Nyonzima. Cette route part de la route goudronnée LN5 Bujumbura-Chibitoke et se dirige vers la localité appelée Randa en passant par le chef-lieu de la commune Giang. Elle est pour le moment en mauvais état, endommagée par les eaux qui viennent des champs de riz. Les usagers de cette route, notamment les conducteurs de mototaxi qui fréquentent souvent ce tronçon, indiquent qu'ils sont victimes d'accidents. Cette route qui passe au chef-lieu de la commune Gihanga a été endommagée par des inondations, surtout par l'eau en provenance des champs de riz. De gros véhicules qui l'utilisent aggravent la situation. Tous les usagers de ce tronçon se lamentent, y compris les piétons qui se rendent vers la route principale LN5 pour prendre les véhicules de transport en commun Bujumbura-Chibitoke. Parfois, il s'observe des accidents suite à ce mauvais état de cette route endommagée par des inondations. Les piétons se lamentent et aussi arguent que des conducteurs de
le véhicule ne se soutient pas d'eux lorsqu'ils passent dans ces zones stagnantes et jettent sur eux ces zones mêlées de la boue. Ces habitants de Gihanga regrettent que l'administration communale ne fasse rien pour réhabiliter ce tronçon délable. Même les piétons qui passent sont souvent victimes de véhicules qui jettent sur eux ces zones mêlées de la boue. Ce tronçon cause beaucoup de problèmes. Malheureusement, l'administrateur de la commune Gihanga ne fait rien pour que cette route soit réhabilitée. Ces habitants de la commune Gihanga plaident pour la réhabilitation de cette route le plus tôt possible. Nous n'avons pas pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi Eric Niyonzima. Parlons réfugiés à prison avant de clore ce journal où enseigner la culture burundaise aux jeunes réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda et le but de l'événement culturel organisé dans le camp ce dimanche 28 janvier 2024. Les organisateurs de cet événement indiquent également que c'était une occasion de collecter un peu de fonds pouvant leur permettre de se procurer du matériel. C'est un reportage signé Inès Gakiza. C'était ce dimanche 28 janvier 2024 dans le camp de Nakivale en Ouganda, au cours d'un événement culturel organisé par les réfugiés burundais. Cette journée culturelle a vu comme participants les réfugiés ressortissants de différents pays. Igor Hirambona, président du club culturel Lukinzo, parle de l'objectif de l'organisation de cet événement. Nous avons préparé ce concert de la culture burundaise parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés ici au camp de Nakivale et d'autres qui sont venus encore jeunes et qui ont grandi ici. Nous sommes de différents pays. Il y a des Congolais, des Soudanais, des Érythréens, des Somaliens, etc. Nous avons donc constaté que ces enfants burundais qui grandissent avec d'autres enfants ressortissants des autres pays imitent la culture étrangère. Nous avons alors voulu les apprendre à garder la culture burundaise. Ce réfugié burundais indique également que c'était une occasion de collecter un peu de fonds pouvant leur permettre de se procurer du matériel. Le matériel est usé car il date de Londres. Alors les moyens que nous allons avoir nous aideront à acheter de nouveaux tambours et nous avons un projet de construire un centre propre aux jeunes burundais. Nous invitons tous ceux qui peuvent nous supporter car nous avons besoin d'une adresse du centre culturel burundais. Un des citoyens ougandais apprécie cet événement organisé par les réfugiés burundais du camp de Nakivale. Moi, comme citoyen ougandais, je suis heureux d'avoir participé à ce concert burundais. Ils sont actifs, ils ont bien évolué. J'ai vu que les Burundais sont capables de montrer leur culture. C'est cela qui m'a poussé à participer à cet événement. Aussi, c'était ma première fois de contempler la culture burundaise. Leur culture me rappelle de la mienne. Je suis très content. Actuellement, les réfugiés burundais hébergés dans ce camp de Nakivale avoisinent un effectif de 40 000. Merci à toi Inès Gakiza, et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous et un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.